Hello, belle communauté. Alors aujourd'hui, on va avoir à nouveau un riche partage sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, celui des émotions. Alors, je ne sais pas si vous êtes du genre à des fois vous laisser submerger par les émotions, puis à perdre le sourire parfois à cause de ça. Mais aujourd'hui, on va avoir à nos côtés une personne particulièrement chevronnée dans le domaine des émotions. Et je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à partager. Et ça va nous aider peut-être à mettre du sourire dans toutes ces émotions. Alors, je suis très heureuse et peut-être même intimidée à l'idée de recevoir et d'avoir avec nous Christophe Hague. Bonjour Christophe. Salut Christelle. Alors, tu as eu un parcours quand même assez extraordinaire dans le sens où tu as côtoyé justement des personnes qui ont été face à des émotions intenses dans leur vie. Par exemple, des survivants de crash d'avion, des astronautes qui vivent en vase clos, des traders. Donc, les émotions, tu connais ça, hein? Écoute, je travaille dessus. Je crois qu'on travaille tous depuis notre naissance et peut-être même un petit peu avant. Parce que tu as plein d'études qui te montrent que ce que ressent ta maman, quand tu es encore un petit être intra-utérin, un petit locataire là, dans le ventre de ta maman, tu t'imbibes déjà en fait de plein d'émotions. Tu es déjà en connexion. Il y a déjà une contagion émotionnelle maternelle en fait qui s'opère. Donc ouais, je travaille, comme tout le monde, je travaille ça depuis longtemps, sauf que moi, j'essaie de le coucher sur papier. J'en ai fait un métier, je suis chercheur, je travaille là-dessus, j'écris des bouquins là-dessus. Et c'est vrai que c'est un monde qui est fascinant parce que sans attachement à aucune religion, moi j'appelle l'émotion la particule de Dieu. Parce que je crois juste que c'est ce qui nous met un petit peu en mouvement. Tu vois, on est de la tuyauterie, on est de la robinetterie, en fait, on est tous à peu près câblés pareil. Si tu n'as pas cette particule-là qui s'anime, si tu n'as pas ce supplément d'âme, je crois que derrière, c'est un peu électroencéphalogramme plat. Donc, comment est-ce qu'on peut cultiver cette particule pour qu'elle nous anime du mieux possible dans nos vies? Donc, effectivement, je vais voir des populations un peu particulières où ça bulle émotionnellement, où tu vois l'émotion de manière flagrante à la loupe, au microscope. Et derrière, j'essaye de transposer ce que j'observe à notre quotidien, notre vie de tous les jours, qui est peut-être un peu plus ordinaire que celle de ces gens-là. Quoique. Oui, et quelque part, ouais, le fait de regarder ça à la loupe, ça te permet de décortiquer un petit peu tout ce qui se passe avec ces émotions-là. Alors, est-ce qu'on peut classifier, bon, sans vouloir classifier vraiment, est-ce qu'il y a deux types d'émotions, les émotions positives et négatives ou les émotions qui donnent le sourire et qui font disparaître le sourire? Comment tu vois Écoute, ça? en soi, toutes les émotions à la base, elles sont utiles, même celles qu'on pense être négatives. En fait, c'est la conséquence qu'une émotion va avoir sur toi qui peut être positive ou négative. Mais je vais te donner un exemple. Tu vois, la tristesse, ça peut être super utile. Quand tu as subi un échec dans ta vie, si tu veux tout de suite sortir de cet état de tristesse, hein, on est dans une société, non, il faut la laisser un peu s'imbiber parce que c'est grâce à elle que tu vas pouvoir faire un check-up de ce qui n'a pas marché. C'est grâce à elle que tu vas voir vraiment les causes de ton échec. Pareil, je prends la peur, elle peut te sauver d'un danger, etc. Le problème, c'est que quand ces émotions-là, elles s'installent trop longtemps, trop souvent, trop fréquemment en toi, là, tu en deviens un peu prisonnier. Et là, il y a tout un tas d'impacts qui se créent sur toi, sur ta santé physique, sur ta santé psychique, quelquefois même sur ton système immunitaire. Ça peut créer des troubles psychosomatiques, troubles du sommeil, troubles alimentaires. Donc, il faut juste se dire qu'en fait, une émotion à la base, c'est une information qui est un peu éphémère. Elle dure quelques millièmes de secondes, quelques secondes. Toi, tu n'es pas surpris pendant 3 mois. C'est l'émotion de la surprise. Voilà, il y a un timing qui est très précis. Donc, à un moment, c'est de se dire, ouais, les émotions, c'est des choses qui me traversent, qui traversent les autres, qui nous connectent les uns aux autres. On fait partie d'un grand tout émotionnel. Ça, faut le savoir. Et les émotions, effectivement, qu'on dégage ont un impact sur les autres. On parle en ce moment de virus, etc. Mais le virus émotion, c'est le virus le plus contagieux au monde. On est plus de 7 milliards sur cette petite boule bleue.
à le transmettre, à le capturer tous les jours, dès qu'on interagit, que ce soit avec quelqu'un, que ce soit avec la nature, que ce soit même avec un objet, avec une œuvre d'art. Il y a des couloirs émotionnels qui s'ouvrent. Donc, on a une espèce de… Oui, on est agent pathogène de tout ça. Donc, l'idée, c'est aussi de se dire que qu'est-ce que tu fais de cette particule-là? Qu'est-ce que tu décides de donner aussi aux autres et de recevoir en retour? Tu sais, il y a une espèce d'effet miroir qui s'opère dans tout ça. Ouais. Quand tu parlais du sourire, quand tu souris à quelqu'un, tu vois que la personne, dans la plupart des cas, si ton sourire est sincère, authentique. Oui, le sourire du cœur, j'appelle ça. Voilà. Et nous, en recherche, ça s'appelle le sourire du chêne. Mais derrière, tu vas avoir un retour. En fait, la personne va te sourire. Et tu vas alimenter comme ça une dynamique très bénéfique en fait pour les uns et les autres. Mais cette imitation, elle se fait de manière spontanée, inconsciente, parce que au fond, qu'est-ce qu'on veut nous? On veut être accepté par l'autre. On est une espèce qui aime la socialisation, qui s'est construite comme ça. Tu sais, on n'a pas les dents d'un T-Rex, on n'a pas les muscles de je ne sais pas quoi, on n'est pas super musculeux de tout. Voilà, on est là-dessus, on n'est pas l'espèce la plus forte. En revanche, on est très fort parce qu'on a su s'organiser ensemble. Et souvent sur des dynamiques d'empathie, de passion, etc. Moi, je dis souvent, tu prends l'astrophysicien le plus brillant au monde, seul, il n'envoie personne sur la Lune. À un moment, voilà, tu dois avoir une somme, une synergie, je dirais, d'intelligence autour d'une passion, d'une empathie, parce que ce sont des gens passionnés qui t'envoient sur, pour que tu réalises quelque chose d'assez extraordinaire. Donc ça, il faut se dire, ouais, mais pour créer cette synergie-là, tout ça, ça passe par des transferts émotionnels, par du partage émotionnel. Et si ce partage, il est bénéfique, si tu arrives à entraîner de la bonne énergie chez les gens, qui les mettent dans une bonne action, qui leur donne l'envie en fait d'aller dans cette direction-là, etc., tu réalises des choses. Si derrière, tu es systématiquement un agent pathogène d'émotions, mais telles que celles que je t'ai décrites, on a compris qu'elles avaient une utilité, mais si tout le temps, tu les kalachnikov en fait, avec tes émotions de l'angoisse, de la peur, etc., s'ils ne reçoivent que ça, et là, derrière, effectivement, tu ne crées pas une synergie qui sera utile en fait à ton projet ou utile à la direction que tu as envie ou au chemin que tu as envie d'entreprendre à un moment. Donc, c'est pour ça que je dis on a tous une espèce de responsabilité émotionnelle. Tu sais, on parle souvent de l'effet papillon. On dit, tiens, les battements d'ailes d'un papillon au Brésil peuvent créer une tornade au Texas ou machin. Mais dis-toi que nos émotions peuvent créer comme ça des élans collectifs et même une émotion individuelle, tu vois, qui est exprimée même sur les réseaux sociaux, dans une discussion, dans une conférence, etc., peuvent créer un vrai mouvement derrière. Donc, à nous de savoir cultiver tout ça et de créer quelque part le bon mouvement. Et c'est Bernard Werber qui disait la chose suivante, il disait quand tu vois en fait un battement d'aile de papillon, c'est tout petit. Regarde le souffle, un souffle humain, c'est beaucoup plus puissant. Donc imagine la force qu'on peut avoir et les événements et les actions qu'on peut créer, les synergies qu'on peut créer, juste en partant de nous, petit individu, dans cet océan vibratoire, ce tout. Ouais, on peut créer des vaguelettes, des tsunamis en fait. Ouais. Et libre à nous de créer un tsunami positif versus un tsunami effectivement dévastateur, etc. Et là, on a tous… Finalement, les émotions sont des enseignantes. Elles nous apprennent quelque chose au moment où elles se passent. Puis après ça, c'est à nous de voir quelle réaction on a vis-à-vis de ça et à prendre notre responsabilité émotionnelle pour changer les choses éventuellement. Et ce n'est pas parce que tu as peur ou que tu reçois beaucoup d'angoisse que derrière, un instant T, c'est une information, c'est comme un panneau signalétique, tu sais, au bord d'une autoroute, qui te dit attention danger. Ou alors, au contraire, ça peut être une émotion qui te dit là, tu roules un peu trop lentement dans ta vie, tu es un peu trop, le moteur, il est trop bridé, il est trop, tu as tout bien comme il faut. Non, là, fin de limitation. Allez, il n'y a plus de limitation de vitesse. Là, tu appuies sur l'accélérateur et tu fonces parce que ça va être bien pour toi. L'émotion, c'est ça, il faut la prendre comme une information. Et moi, j'ai envie de dire aux gens, et c'est ce que je dis, j'essaie d'avoir ce discours, alors il a des formes différentes, mais dans chacune de mes interventions, mais c'est de rassurer aussi les gens en disant tu n'es pas l'émotion que tu ressens. À nouveau, l'émotion, comme je disais, elle te traverse, c'est une information à la base utile, mais ce n'est pas toi en fait.
Et ça, quand tu commences à faire ce distinguo, ça rassure beaucoup de gens, que ce soit personnes hypersensibles ou les gens à qui on fait un reproche sur certains types d'émotions, etc. Non, t'es pas allé, tu peux en fait à un moment te libérer aussi en fait de cette croyance qui te dit que ouais, l'émotion c'est ma personnalité. Non, c'est pas vrai. L'émotion c'est une information. Elle te dit un truc. Après, quand on disait avant, tiens, colère ou peur ou tristesse, ça peut être utile. Oui, bien sûr que ça peut être utile, comme je le disais. Simplement, après, il y a une manière aussi de gérer cette émotion. Tu vois, tu as des gens à un moment qui vont te la retranscrire dans un contexte, mais de manière brutale, telle quelle. Tu vois, je prends le cas de parents, par exemple, qui ont une mauvaise journée, ils rentrent au boulot, voilà, ils expriment leur colère, leur machin. Tu as les enfants à côté qui sont des éponges, qui s'imbibent du Oh truc, oui. tu as le partenaire. Ben non, en fait, là, tu as une responsabilité. C'est-à-dire que là, ce truc-là, peut-être qu'à un moment, tu ne le retranscris pas de la même manière avec des personnes qui sont peut-être plus vulnérables, qui s'imbibent plus facilement, etc. Donc là, voilà, et là, tu as des gens qui sont plus capables que les autres de moduler, de gérer. Ce n'est pas dire de refouler l'émotion, mais juste un moment de se dire, attends, comment je peux la transformer en quelque chose de positif? Comment je la retranscris de manière audible, acceptable, digeste pour les gens qui sont autour de moi, sans les heurter, sans les bloquer, sans les paralyser, sans les… Donc ça, ces personnes-là sont douées de ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Émotionnel, oui, c'est ce Voilà, que… qui est une forme d'intelligence qui te permet de, voilà, de capter cette information, de la prioriser, de se dire, OK, c'est un truc important, ce panneau cinétique, il faut que je le voie, il faut que je l'intègre dans ma pensée, il faut que j'en tienne compte. Je sais ce que ça implique d'en tenir compte ou de rester sur ce chemin émotionnel. Est-ce que j'ai intérêt à rester sur ce chemin-là? Est-ce qu'il faut un moment peut-être que je me détourne de ce chemin-là? Et derrière, bah voilà, je vais essayer bah voilà, de réguler la chose. L'intelligence émotionnelle, c'est ça. C'est une forme d'intelligence qui te permet de traiter cette information depuis son entrée, depuis sa capture dans ton environnement où tu l'as captée sur un faciès de quelqu'un qui te parle, dans l'expression de sa voix, sa gestuelle, etc. D'en faire quelque chose et derrière te dire, OK, mais maintenant, comment je l'utilise cette émotion? Comment je peux l'utiliser de la manière la plus intelligente qui soit pour que je puisse m'adapter à la situation, pour qu'autour de moi, je puisse aussi faire du bien. Parce qu'on voit que les gens émotionnellement intelligents, non seulement cherchent à maintenir, optimiser leur propre bien-être, mais en plus, Transforme. ouais, et en plus, ils veulent impliquer l'autre. Tu sais, il y a ce goût de l'autre si cher à Jean-Pierre Bacry, qui fait partie presque de leur câblage en fait, cérébral. Donc ça, c'est… Ouais, moi je pense que si on cultivait cette forme d'intelligence, la société se porterait tellement mieux parce que tu as tout un tas d'études qui te montrent tous les bénéfices. Et ça, c'est des études académiques, scientifiques, qui te disent que plus tu es émotionnellement intelligent, moins tu es sujet au burn-out. Plus tu es émotionnellement intelligent, moins tu as de maux MAUX, de ventre, de tête, de dos, le mal de dos, un des maux de ce siècle. Du siècle. Voilà, c'est ça. Plus tu es émotionnellement intelligent, plus la qualité des relations sociales avec autrui est bonne, que ce soit avec tes collègues, ton partenaire ou ta partenaire, avec tes enfants, tes amis. Tu es en meilleure santé psychique, physique. Tu as même une employabilité qui est plus grande voilà, dans le monde Les leaders. professionnel. Voilà, tu sécrètes moins de cortisol, d'hormones de stress en situation stressante. Donc, tu vois les choses, voilà, tu es un peu plus relax dans certaines situations qui viennent te heurter. Et on a tous des épreuves de vie, on a tous des moments de vérité où ça peut un peu cogner, où ça peut être, ben, tu le vois, tu les appréhendes et tu les vis mieux en fait, ces événements-là quand tu es doué de ça, etc., etc. Donc, ouais, on aurait vachement à cultiver cette forme d'intelligence parce qu'il y a tellement de bienfaits qui lui sont associés. Alors, on dit tout et n'importe quoi hein, sur cette forme d'intelligence, tu vois un peu tout et n'importe quoi sur le net, mais aujourd'hui, on commence un peu à préciser voilà, ce qu'on appelle intelligence émotionnelle dans nous, chercheurs. Et c'est vrai qu'on se dit, on touche du doigt quelque chose d'extrêmement puissant et d'extrêmement bénéfique pour l'individu et la société en général, quoi. Et on parlait des enfants, justement, pour les enfants, ils sont assez spontanés. Les émotions, elles sortent comme elles viennent, on va dire. Mais à quel moment, en fait,
les adultes commencent à retenir leurs émotions parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à sortir leurs émotions, soit par une éducation particulière ou des événements après dans leur vie. Ces personnes-là, comment elles font pour apprendre à libérer, justement? Écoute, chacun, j'allais dire, a son parcours de vie propre en termes de libération émotionnelle. Effectivement, tu dis, tu as des gens qui ont grandi dans un contexte d'éducation qui était très constipé émotionnellement. On ne te laissait peut-être pas prendre la parole, exprimer tes besoins émotionnels. Très tôt, on te mettait un espèce de carcan avec des règles sociales très fortes. Et là, très tôt, tu es déjà cadenassé, en fait, d'une certaine manière. Donc, pour ces personnes-là, effectivement, le parcours, il sera un peu plus compliqué. Parce que quand tu sais qu'entre 0 et 6, il y a une malléabilité du cerveau, même si elle continue. Ça, c'est le message d'espoir, justement. Ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, c'est-à-dire que tu peux évoluer à tout âge. Ça, c'est une vraie révolution en neurosciences, à tout âge. Mais c'est vrai qu'entre 0 et 6, il y a des choses tellement importantes qui se jouent que si tu as été cadenassé là, je ne veux pas dire, mais tu prends un petit peu de retard dans ton approche des émotions et ta libération émotionnelle. Donc là, il faudra peut-être redoubler d'efforts plus tard. Mais rien n'est perdu. Et j'ai envie de te dire, tout peut à un moment ouvrir le robinet, en fait, de l'émotion. Ça peut être un événement de vie. Je veux dire, il y a des personnes peut-être qui nous regardent, qui vivent en ce moment je sais pas, une séparation, un deuil, quelque chose comme ça, où d'un coup, tu peux avoir un tilt, en fait, qui vraiment te fait regarder dans le rétroviseur de ta vie et qui te fait prendre conscience de, OK, bah là, en fait, je suis dissonant, en fait, par rapport à mes valeurs, par rapport à mes besoins, par rapport à finalement qui je suis réellement. Peut-être que l'image que je me suis construite de moi-même n'est pas la bonne. Peut-être que voilà, j'avais un avatar de moi-même qui n'était pas le bon. Tu vois, dans une société en plus digitalisée où l'image est importante, où la représentation est importante. Tu sais, moi, j'ai un des parrains d'un de mes bouquins s'appelle Joseph Chovanec. C'est un autiste savant qui est en France très connu, qui était porte-drapeau de plein de mouvements pour justement aider en fait les gens avec autisme, etc. Et Joseph Chovanec, il me disait toujours la chose suivante. Il me dit, tu vois, vous, les non-autistes, vous êtes vachement dans cette… Et nous aussi, on est forcés d'y rentrer, mais vous êtes dans cette comédie sociale, en fait, quand vous oblige à jouer. C'est triste parce que c'est des décors en carton-pâte à la Ray Harryhausen. C'est factice, ça ne tient pas, c'est pas vrai. Et quand tu joues cette comédie sociale toute une vie, ça crée des dégâts énormes, en fait, sur toi, sur ta santé. Ces fameux troubles psychosomatiques, tu les subis. Le burn-out, tu es plus vulnérable à ça, tu es plus vulnérable à des phases qui vont peut-être te désaxer à un moment, des phases dépressives, etc. Mais à nouveau, parce que tu joues un rôle qui n'est pas le tien. Le personnage que tu joues n'est pas le tien. Et ça, l'émotion, elle est toujours là pour te rappeler à l'ordre. Et si tu ne l'écoutes pas, parce qu'elle t'envoie plein de petits signaux déplaisants, en disant non, là, ce que tu fais, non, c'est pas bien. La personne avec qui, là, t'es, bof. Là, ton choix, là, non. Et tu sais, cette sensation désagréable, on la ressent, hein, ce truc, on se dit, c'est un peu merdique, là, ce que je suis en train de vivre, ce que je suis en train de faire. Je sais pas, je le sens pas, mais autour de moi, les gens font peut-être pareil, ou autour de moi, j'ai des conseils pseudo-avisés où on me dit, ouais, mais non, c'est ça qu'il faut faire dans la société, dans le truc. Et donc, toi, tu te laisses un peu surfer là-dedans parce que tu veux être accepté à nouveau hein, sur ce côté acceptation sociale. Tu n'as pas envie d'être rejeté par l'autre. Hein. Non, tu as envie d'être accepté. Dans le genre humain, tu vas être accepté par l'autre. Et bien, l'émotion, au début, elle te chatouille par ces sensations déplaisantes. Et si vraiment, avec le temps, tu ne l'écoutes pas, et ben, elle va se fâcher, en fait, cette émotion. Et là, elle ne va plus juste venir gratouiller à ta porte pour te dire hey, « ouvre-moi, j'ai un truc à te dire ». Là, elle va y aller avec la voiture bélier, en fait. Et là, la voiture bélier, c'est quoi? Elle va te mettre malade, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est le burn-out. Tu sais, quand tu as des fois des gens qui disent « Attends, j'ai subi un burn-out à 48 ans, 49 ans, 50 ans », c'est généralement là où tu as à peu près des pics de burn-out. C'est juste la résultante d'une émotion qui a grossi jusqu'à devenir une espèce d'éruption volcanique qui te saute au visage et qui te dit « Maintenant, j'en ai marre que tu fasses n'importe quoi dans ta vie. Je vais te mettre à genoux. Je vais t'obliger
à avoir un regard sur toi-même. Et voilà, tu vas être alité, tu vas être peut-être désocialisé, etc. Mais je veux que tu te regardes maintenant dans la glace. Je veux que tu regardes dans le rétroviseur de ta vie pour que tu aies une espèce de check-up de ce que tu as On fait peut pas ta maman. échapper, on peut pas échapper à ça, Tu peux quoi. pas. L'émotion, tu sais, ça aussi, c'est une réplique que j'aime utiliser dans le film Jurassic Park de Spielberg, le premier, je parle. Tu as un mathématicien célèbre interprété par Jeff Goldblum, Ian Malcolm, et qui te dit à un moment, qui dit aux concepteurs du parc, il leur dit, mais vous êtes fous, vous voulez contrôler la vie en parlant de la reproduction des dinosaures dans ce parc, mais la vie, ça ne se contrôle pas. La vie, elle trouve toujours un chemin. C'est la même chose pour une émotion. Tu as beau vouloir la refouler, tu as beau vouloir l'ensevelir sous des tas de sable, ne pas l'écouter, ce truc déplaisant, allez, je le mets de côté, etc. Ben, à un moment, elle se manifestera à toi d'une manière ou d'une autre pour te dire ce que tu fais là, c'est pas bien pour toi en fait, et c'est peut-être pas bien pour les autres. Donc maintenant, prends-en conscience. Donc voilà, et les gens que moi j'allais voir dans des cliniques privées qui étaient burn-outés jusqu'à l'os, toutes ces personnes avaient le même diagnostic. Je me suis pas assez écouté, j'ai laissé faire, j'avais tiré toutes les cases du voilà, faut être comme ceci, comme cela, faut avoir ceci ou cela ou machin. Tu sais, représentation sociale. Et en fait, ben non, en fait, ces cases, elles me correspondent pas. C'est pas moi. Et l'émotion, elle veut toujours te ramener à toi, au vrai toi, à ton vrai souffle vital, à ta vraie vitalité. Elle veut que tu restes vivant de l'intérieur. Tu sais, comme je disais avant, électroencéphalogramme, pour que ton électroencéphalogramme ne soit pas plat, que tu ressentes et que tu vives tes émotions, c'est pas qu'une image en fait. L'émotion, c'est la vie. Si tu prends même l'étymologie d'émotion, c'est dire mettre en mouvement. C'est-à-dire que si tu ressens plus d'émotion, c'est que tu n'es plus en mouvement, tu bouges plus, donc tu es mort quoi en fait. Tu t'éteins. Tu t'éteins et je suis intimement convaincu, il n'y a pas d'études là-dessus encore, mais je suis intimement convaincu qu'un jour, sur des études longitudinales, on montrera que les gens qui ont d'énormes carences en intelligence émotionnelle, qui sont très peu à l'écoute de leurs émotions, qui refoulent tout ça, je suis intimement convaincu qu'on observera une corrélation entre ça, entre ces carences-là et l'espérance de vie des gens. Et déjà, on le voit sur un niveau de bien-être. Hein, tu vois que voilà, les gens qui sont doués de cette intelligence ont un niveau de bien-être qui est supérieur à la moyenne. Je suis intimement convaincu que même en termes d'espérance de vie, il y aura un jour un groupe de chercheurs qui démontrera ça. Et pareil, je pense que les personnes qui perdent le sourire pour une raison X et qui restent là-dedans, ils s'éteignent aussi. C'est ça. Tranquillement. Mais le sourire, tu vois, tu disais, tiens, à un moment, en me décrivant, tu disais, tiens, que je travaille avec des populations atypiques. En ce moment, je travaille avec des anciens des forces spéciales qui ont des énormes émissions que peut-être vous voyez sur Discovery, sur National Geographic, comme par exemple Captain Hawk, ou des gens comme ça qui ont des émissions, tu sais, de survie, tu vois, où ils doivent survivre dans des environnements hostiles, qui sont des anciens bérets verts, des anciens des SEALs, bon, bref. Et donc là, je travaille avec eux. Et tu en as un donc Captain Hawk, qui me racontait, mais à chaque fois qu'il était dans des situations critiques, etc., comme on peut en avoir dans notre vie. Alors lui, c'est puissance 10 000 parce qu'un coup, il nage au milieu des requins blancs. Un autre coup, il est dans un avion qui doit en opération spéciale quand il était encore membre des forces spéciales. Et où d'un coup, tu as les deux moteurs de l'avion qui tombent en panne. Donc, ils vont s'écraser, mourir. Bon, bref, il est face à des situations de vie ou de mort, quoi, avec des enjeux de vie ou de mort. Bah, tu sais, c'est le sourire, en fait, à chaque fois qu'il a sauvé. Et il dit à chaque fois que j'étais dans ces moments critiques, je suis rentré dans une espèce de mécanique d'autodérision. Mais même avec les gens qui m'accompagnaient, on s'est mis à se marrer. Et il dit, et de là, en fait, à chaque fois, de ces interactions de sourire, sont nées des solutions, en fait. Donc, tu avais à chaque fois une solution au problème. C'est-à-dire que c'est en se foutant d'eux, on se dit, allez, comment est-ce qu'on va mourir et tout, quand l'avion était les moteurs en panne et tout, que d'un coup, boum, il y a eu un tilt, une solution qui est venue de manière extrêmement surprenante. Et ils ont réussi à réparer le truc. Pareil avec les requins blancs. Avec le sourire, il s'est dit, OK, je vais commencer à blaguer avec mon caméraman là, qui est sur le bateau, qui est en train de changer. C'était pas un reportage pour National Geo. La batterie de la caméra, mais il mettait 45 minutes, c'était interminable. Il était au milieu
des requins blancs qui étaient excités parce qu'il y avait un gros bout de thon qui avait été lancé dans le truc, au morceau. Mais c'est lui, il s'est mis à se marrer plutôt qu'à engueuler le caméraman et à sourire avec lui. Et il s'est dit, en fait, quelque part, je pense que je dégageais pas du coup, ça fait diminuer mon stress. Donc, j'envoyais plus à l'animal, tu sais, des signaux du stress, etc., comme Oui, des perditions qui seraient et qui justement va te faire dire au requin, attends, là, c'est une bonne cible, c'est une bonne viens target. me chercher. Viens me chercher, voilà. Et il dit, voilà, à nouveau, ça a sans doute modifié la perception de l'animal vis-à-vis de moi. Et ça l'a Cette rendu. trajectoire. Voilà. Et là, pour tout te dire, dans le prochain livre que j'écris, donc là, je suis aussi en train de bosser avec des apnéistes, tu sais, ou des gens qui font de la plongée sous la glace en expédition, d'autres qui sont des champions d'apnée, etc. Et donc, dans le milieu sous-marin. Et là, j'ai interviewé quelqu'un, je te le donne un peu en exclu parce que je n'en ai pas parlé, qui est un Ouais. ancien bras droit du commandant Cousteau Oui. et qui était sur la Calypso, etc. Et cette personne, en fait, te dit que sa conclusion de toutes ces expériences extraordinaires de vie, ces plongées, ces interactions avec, je sais pas, des animaux, des cachalots qui étaient, ou des animaux sublimes et qui rentraient en interaction, tu vois, dans une espèce de contagion animale, interespèce. La conclusion de tout ça, il te dit, mais tu sais, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? C'est bonjour, en fait, de dire bonjour et de sourire aux gens, en fait. Excellent. Et quand tu comprends que tu es là-dedans, et quand tu comprends le sens intime de bonjour, de ce que veut dire bonjour, de ce que ça représente pour toi, de ce que tu envisages pour l'autre. Tu sais, en disant bonjour, je te souhaite vraiment de vivre un truc top, tu vois, de prendre la vie du bon côté. Je te veux du bien. Je t'envoie le message de je te veux du bien. Je te dis bonjour, mais un bonjour sincère. Mais rien que ça, quand tu prends la puissance de la pleine mesure de ce mot, oui, c'est par des petits actes qu'on acte sur un grand tout. C'est beau ça. Et Desmond Tutu, ce prix Nobel de la paix que j'adore, disait une chose, alors je ne me souviens jamais de la phrase exacte, mais il disait, c'est par petits bouts de bien que tu cultives que tu arrives à un grand bien pour l'humanité. Donc là, on est de nouveau dans cette contagion émotionnelle où en disant, ouais, on a ce pouvoir-là, on a cette contagiosité-là. On peut, quand on parle aujourd'hui de R0, de machin, tout ça avec Covid-19, mais oui, mais on peut avoir un R0, une contagiosité, mais énorme en fait, si on le veut. On peut créer mais tellement de bien autour de soi. Et par effet boomerang, tu sais, tu as toujours, même si j'aime pas cette expression, mais elle est parlante, tu as toujours un retour sur investissement affectif. Même si c'est pas ça qui doit te driver dans tes actions, force est de constater que quand tu agis comme ça, tu as toujours un retour bénéfique pour toi qui s'opère. Toujours. Et avec authenticité et sincérité. Et c'est pour ça alors des fois, ça peut paraître bisounours, ce que je dis, mais si tu veux, tout ça, moi, je l'observe de manière clinique, on l'observe de manière métrique, dans des études, etc. Ouais, tu as toujours quelque chose à y gagner. Donc là, à un moment, c'est… et même, tu vois, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tu vois, moi, comme vous, pareil, là, je traverse des moments un peu difficiles. J'ai perdu des gens que j'aimais profondément. Je suis dans des phases personnelles un peu particulières, comme beaucoup dans… Mais à un moment, c'est comment est-ce que tu vis ça et comment tu transformes ça en quelque chose de positif. Comment tu agis sur ton environnement. Et l'émotion, vu sa contagiosité, vu le fait c'est quelque chose d'universel. On l'a tous en partage, l'émotion. Même si tu es en repli, même si tu as eu une éducation merdique, tu refoules et tout, un moment, que tu le veuilles ou non, l'émotion, elle vient en toi. Après, tu l'acceptes, tu l'acceptes pas, c'est le débat qu'on avait avant. Oui. Mais l'émotion, elle touche tout le monde. Ça n'existe pas, le vrai robot. Le vrai Robocop, il n'existe pas. Il est toujours impacté. Après, c'est qu'est-ce qu'il en fait? Est-ce qu'il le garde au fond de lui? Est-ce qu'il le transforme en quelque chose ou pas, etc. Mais on est tous touchés par ça. Donc, tu te dis que quand tu sais que c'est quasi une loi quasi gravitationnelle, en fait. Oui. C'est un Quitte truc. à être touché, C'est une autant loi faire. physique. Non, mais toi, après, moi, je le dis souvent, je dis après, là, on parle beaucoup de physique quantique, parlons de physique émotionnelle. Il y a des lois, il y a une logique émotionnelle qui existe.
Bah, quand tu prends conscience qu'on est tous interconnectés là-dessus, bah ouais, comment tu agis? Et là, on a tous à faire notre examen de conscience de notre empreinte émotionnelle. Ouais. Voilà, quel type d'agent? Est-ce que tu as envie d'être Dark Vador ou plutôt un maître Jedi? Alors, je suis conscient que Dark Vador, c'est séduisant, il a une vie cool un peu quand même. Tu dis, waouh, quand même, il a l'Empire, il a le machin. Mais est-ce que tu as vraiment envie d'être Dark Vador? Est-ce que tu as envie vraiment d'être un seigneur Sith? Est-ce que tu as envie juste d'avoir une interaction avec les autres qui est dans un rapport de domination, dans un rapport de force? Est-ce que c'est ça que tu as envie? Est-ce que tu as envie d'avancer comme ça? Ou est-ce que tu as envie plutôt de te dire, bah non, en fait, moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est co-construire. Tu sais, dans co-vide, tu as co, en fait. Ouais. Et ta vide aussi. Et moi, je dis souvent aux gens, je dis, mais ouais, mais ça a été une occasion unique de faire un peu le vide en soi. Les gens faisaient beaucoup le ménage dans la maison. Ben, moi, je les invitais à faire quand j'étais invité dans des émissions télé ou radio en France, je les invitais à ouais, faites un peu le vide en vous aussi. Profitez de cette occasion unique, même si tu as les gens autour de toi, enfin les enfants, les machins qui peuvent un peu. Mais à un moment, tu as des vrais espaces-temps pour te retrouver face à toi-même. Fais le vide en toi. Le vide en soi et le plein d'amour. Plein d'amour et comprends qu'après, une fois que tu as fait cet autodiagnostic, à nouveau cette espèce de check-up, comprends que derrière, tu ne feras rien seul. Donc, comprends que, OK, d'abord, tu fais le vide. Alors, il faudrait inverser, il faudrait que ça s'appelle vide-co, il faudrait que ce soit du verlan. Mais derrière, après, comprends que tes actions, il faut qu'elles soient co-construites. Il faut que ce soit dans un co-assemblage, etc., de choses. Donc ça, voilà, à nouveau, c'est cette idée qu'on fait partie d'un tout, qu'on est interconnecté et que nos émotions, voilà, c'est comme des hirondelles. Faut pas, quand tu as quelque chose de bénéfique à partager, partage-le. Je veux dire, l'émotion, c'est comme une hirondelle. Elle ne reste pas enfermée dans une cage. Elle a besoin d'aller de tête en tête, de corps en corps. Et c'est comme ça qu'elle reste vivante. Sinon, elle s'éteint en toi. Et tu restes avec un espèce de souvenir qui était heureux, mais tu n'en as rien fait en fait. Et quand moi, j'interagis avec des astronautes, ce qu'ils me disent, ils me disent, mais tu vois, nous, en fait, ce qu'on adore après nos missions et tout, même si on a vécu des choses extraordinaires là-haut, et qu'on peut passer par des phases extrêmement dépressives quand tu sais que tu n'as pas de vol devant toi. Ah ouais, parce que tu as vécu des émotions tellement puissantes là-haut que tu revivras plus jamais ça sur Terre. Donc, tu en as même qui sont dépressifs, il y en a même qui se sont suicidés. Enfin, ça va loin. Hein. Il y a une espèce de spleen qui peut atteindre les astronautes. Ça, ils ne le disent jamais. Moi, ils me le disent parce que voilà, j'ai maintenant un rapport avec eux depuis des années, etc. Et bah, les masques, et voilà, ils fendent un peu leur armure de Superman. Mais qu'est-ce qu'ils te disent après? Comment est-ce que tu arrives à combler, tu vois, ce manque que tu as eu là-haut, où tu as eu de l'extase, tu as eu des émotions mais tellement sublimes? Ils disent, bah, en fait, c'est en allant partager cette émotion-là. Et donc, ils vont dans des zones sensibles, des zones d'éducation prioritaire, dans des prisons, là où les gens ont des vies difficiles, où socialement, économiquement, c'est compliqué, où tu as plutôt enfin, voilà, des choses douloureuses dans le passé des gens qui ont joué. Et ils partagent. Et il dit, mais derrière, et je te donne juste cette anecdote, mais tu as Michel Tony, donc un des astronautes français, qui disait bah, il était à un moment dans une zone comme ça d'éducation prioritaire face à des petits et des petites qui avaient voilà, des vies pas si faciles que ça. Et on l'avait briefé sur le fait que devant, au premier rang, il y avait une petite fille qui avait vécu des choses, et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais atroces dans sa vie, vraiment atroces. Tu vois, très, très, très difficile. Je ne l'ai même pas mis dans le bouquin, parce que dans le dernier bouquin, parce que c'est horrible en fait. Tu ne peux même pas penser que des parents peuvent faire ça. Mais bon, bref. Donc, il était briefé là-dessus. Et Michel Tony, donc, il raconte en fait son voyage. C'est Saint-Exupéry quoi, qui raconte un peu la chose. Et donc, il offre en fait de la liberté à cette petite fille qui n'en a pas dans son quotidien, ou qui n'en a pas eu, qui en a été privée sur plein de domaines. Et à la fin, quand le micro, quand il a fini sa conférence, la petite fille se lève, lui la voit, ils se rapprochent, ils se prennent dans les bras, ils pleurent les deux, ils ne se parlent pas. Et il me dit, bah, tu vois, quand tu as réussi à un moment, et c'est des pleurs de joie, hein. Ce ne sont pas des pleurs, tu sais, c'est des pleurs avec un sourire de merci, ils se disent mutuellement merci, autant lui que elle.
Ouais, ouais. Mm. Et là, ils se disent, mais tu vois, là, enfin, et lui me dit, Michel Tony me dit, mais tu vois, là, j'ai partagé mon émotion. Je ne l'ai pas gardé ce truc pour moi égoïstement, machin, ou je ne l'ai pas juste partagé dans un petit cercle d'astronautes élitistes, etc. Et là, si tu veux, ça a touché. J'ai vu qu'il y a eu une réception, le message a été capté 5 sur 5 à l'autre bout du fil. Et il dit, et d'un coup, voilà, il y a un couloir, une espèce de vortex qui s'est ouvert. Et il dit, mais c'était juste d'une magnitude extraordinaire et puissant. Et il dit, bah voilà, c'est ça en fait qu'on a tous à faire à nos niveaux. Lui, il le fait à son niveau, il raconte voilà l'aventure et tout. Mais on a tous à partager des joies du quotidien, des choses comme ça. Après, des fois, il y a un marketing de la joie. C'est-à-dire que quelquefois, si tu es trop expansif, si tu le fais de manière trop truc, surtout, alors là, je vais dire, surtout quand tu fais ça en France, par exemple, derrière, tu peux avoir de la jalousie, tu es jugé, tu es machin. Et les gens vont voir ça plutôt comme quelque chose d'offensif. Tu vois, ou Ouais. tiens, la personne se la raconte ou machin. Mais il y a des manières, voilà, à toi de la retranscrire de la manière la plus juste, la plus digeste dans la situation où tu es ou par rapport aux gens avec qui tu es à ce moment-là. Et voilà, mais partage ça, partage ça. Et c'est tellement Je te essentiel, rejoins quoi. tellement, Christophe, parce que comme tu dis, moi, à plus petite échelle, j'ai vécu ça aussi. Et j'ai connu la violence, si tu veux, dans ma vie. Et ma façon à moi de pouvoir gérer ces émotions intenses, ça a été d'écrire aussi. J'ai écrit un livre sur le sourire du cœur et j'ai transformé ça. Et, euh, et ce livre, il est allé vers les femmes victimes de violences dans les maisons pour femmes au Québec. Et ce jour-là, pour moi, ça a été une façon, justement, comme tu dis, de retrouver quelque part un équilibre émotionnel. Et le fait de partager, ça permet de, de te retrouver là-dedans et d'être en paix avec ça aussi. Et c'est pas la même échelle que les astronautes et tout ça, mais oui, c'est le fait de contribuer de par un événement qui t'a généré des émotions intenses. Tu Et, sais, j'ai envie de te dire, ce que tu dis, c'est hyper beau. Et puis d'ailleurs, merci aussi pour ces femmes à qui tu as fait un cadeau, en fait, euh, de partager. En fait, tu sais, quand tu écris, quand tu couches sur le papier, que tu mets des mots et que tu partages et que publiquement, en fait, tu t'exprimes sur quelque chose qui est très dans l'intériorité, certaines personnes culpabilisent, ont honte d'en parler, etc. Tu ne peux pas imaginer à quel point c'est libératoire. Et ce que j'ai envie de te dire, il n'y a pas d'échelle en fait. C'est-à-dire que moi, je prends le cas je vais dans ces milieux-là parce que c'est là où les choses sont les plus flagrantes et peut-être que les gens retiennent encore plus, tu sais, le message. ouais, Mais tout, moi, je dis toujours, enfin, toi, toute vie se vaut, toute expérience se vaut tant qu'elle est intense, tant qu'elle te prend aux tripes, ben, elle est à toute puissance égale en fait. Et ça, faut pas qu'on minimise en fait ces effets, l'effet des émotions sur nous. Je veux dire, à un moment, oui, ça a une valeur juste énorme en fait en chacun de nous. L'émotion, à nouveau, c'est comme je te disais, c'est ce qui amène ce supplément d'âme, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est la vie en fait, tout simplement. Je veux dire, Pinocchio, sans émotion humaine, c'est une marionnette en fait. C'est ça ouais, ce que je veux dire avant. Et on est tous notre propre Gepetto, quelque part. On a tous ce pouvoir de s'animer et derrière d'animer les autres. Donc ça, je veux dire, voilà, on est tous, et qu'on soit astronaute ou peu importe, ou qu'on fasse un truc. Voilà. Et juste par rapport à ça, parce que c'est vrai que tout le temps, tu vois, effectivement, je vais là-dedans parce que même ces phénomènes, tu les vois, je le disais avant, à la loupe de manière grossissante. Et donc, nous, même chercheurs, on décrypte plus facilement des choses qui sont imperceptibles au quotidien. Donc, moi, ça ouais. m'aide aussi à voir de manière plus nette des phénomènes émotionnels et de les retranscrire après, d'en comprendre les mécanismes, etc. Et ce que j'ai envie de te dire, là, c'est vraiment un message euh, qui me tient à cœur et moi qui m'a été, enfin, je suis drivé à ça, biberonné à ça, où je l'ai en intraveineuse depuis plus petit. C'est que ma maman m'a toujours dit, elle m'a toujours dit, tu sais, ne cherche pas à décrocher la lune en fait. La lune, elle est super bien où elle est. Elle est bien accrochée. Essaye de faire des trucs qui te plaisent et des rêves, etc. Mais ne vis pas que
en te disant chaque jour doit être un jour exceptionnel. Et ça, peut-être que je diverge avec d'autres personnes, etc. Mais ça, c'est la singularité aussi de mon approche. C'est de te dire, ne te fous pas une pression de fou dans la vie. En te disant, il faut toujours que je fasse un truc qui soit waouh. Tu vois, non, c'est pas vrai. Je veux dire, tu as des choses tellement basiques, élémentaires, que ce soit dans le sourire de ton gamin, que ce soit dans une promenade en forêt, que ce soit dans l'interaction avec ton chien, ton chat, j'en sais rien, que ce soit juste sur un petit plaisir du quotidien où d'un coup, je ne sais pas, tu vas je ne sais pas où et tu manges, pour ceux qui sont un peu gourmands, une pâtisserie que tu adores et que ce soit ta première gorgée de bière, il y a un livre là-dessus, que ce soit ton… Mais tu vois, avec modération, il faut rajouter, mais que tu vois, mais aussi ça, même si ce n'est pas des trucs, waouh, c'est extraordinaire, c'est je ne sais pas quoi. Mais non, mais c'est ça le plus important. C'est ça. C'est-à-dire que quand tu es bien dans des choses aussi élémentaires et basiques, ça compte aussi. Ça, c'est ton socle de vie aussi. Après, bien sûr, il faut avoir des rêves et tout. Mais si tu ne vis que en te disant chaque jour, faut que je fasse un truc de fou, bah je pense très sincèrement que tu Tu te seras perds. malheureux dans ta vie. Mhm. Tu seras fondamentalement malheureux. Donc la lune, elle est très belle. Regarde-la, dessine-la, imagine-la, fais tout ce que tu veux. Mais ne veux pas systématiquement être dans une navette SpaceX et être là. Moi, j'adore la conquête spatiale, c'est extraordinaire. Mais voilà, mais tu peux rêver, tu peux. Et c'est important d'avoir des rêves et de vouloir les accomplir, etc. Mais chaque jour, voilà. Pense qu'il y a des trucs aussi, parce que tu sais, quand tu es tout le temps quand tu regardes tout le temps vers un truc extraordinaire que tu vas accomplir, etc., et que tu te mets une pression de fou, même sociale, pour l'accomplir, ben ouais, tu ne vois pas en fait tout ce que tu vis dans le présent. Tu es toujours tête dans le guidon et tu es toujours en projection. Et tu dis toujours l'herbe, elle va être super plus verte là-bas. Et tu n'apprécies plus en fait le côté verdoyant, je sais pas moi, le fait d'être allongé à flanc de coteau sur un moment de ta vie qui est agréable. Tu ne profites plus de ça. Non, tu es toujours debout, machin, et tu regardes devant. Et ben moi, je pense que cette fuite en avant, qui aujourd'hui est beaucoup, beaucoup alimentée par… Il y a plein de discours comme ça que tu vois sur le net. Ben C'est oui. tu vas faire des trucs de fou chaque jour. Mais non, enfin, c'est l'assurance comme tu disais, de se perdre. Et c'est sans doute aussi l'assurance à un moment d'être plutôt après prisonnier d'émotions qui ne sont pas si folichonnes que ça, quoi. Voilà. Mhm. Je voulais quand même avoir ce message parce qu'on se met une pression sociale qui est trop folle en fait. Oui, oui. L'instant présent, là, si on pouvait y être plus souvent. C'est ça. Et puis des fois, tu sais, tu as besoin juste tu sais, tu as une terrasse de café, il y a un rayon de soleil, il y a un sourire d'un passant ou d'une passante, tu es avec un ami ou quelqu'un. Et même des fois sans se parler, bah ouais, mais c'est bon, ça suffit. Et c'est pas, tu as fait je sais pas quoi. Tu n'as pas fait le grand 8 ou tu n'as pas fait. Mais c'est tellement, tellement, tellement énergisant et tellement puissant pour, tu sais, ouais, pour ton souffle vital, c'est ça qu'il cherche en fait. Il se nourrit de ça. Ça, c'est nutritif. Le reste, des fois, c'est de la parade. C'est de la, tu sais, c'est un défilé avec des trompettes, des machins. Mais c'est pas forcément, tu vois, c'est pas forcément ce qui est le plus essentiel pour toi. Mhm. Puis quand tu regardes très, très fort en avant, des fois, tu n'es pas non plus tu ressens plus tes émotions non plus, puisque tu es toujours devant, devant, devant. Et tu as des études qui te montrent que les gens qui sont très, très, très en projection tout le temps développent des niveaux d'anxiété supérieurs à la moyenne, mais vraiment, et qui peuvent après, tout un tas de désagréments qui peuvent les accompagner au quotidien. Donc, ouais, voilà. Mais c'est un message, ça, tu vois, que voilà, on va à un moment fou. Et en même temps, il faut se dire aussi, et ça, moi, je suis totalement en phase avec Lise Bourbeau, Oui. que j'aime beaucoup et avec qui on a deux, trois, voilà, qui participent d'ailleurs à mon prochain bouquin, avec qui je serai sur scène en France. Pour ça, elle fait Génial. Ouais. pour fêter ses 80 ans. Alors, ça devait être en septembre. Alors, c'est maintenant avec Covid, c'est reporté. Et là, prochainement, là, on fait aussi un webinar. Là, je te donnerai des infos si ça t'intéresse. Ah oui, oui, oui. Volontiers. Mi-juillet, là, tous les deux, on doit faire un truc. Et
Lise Bourbeau, elle dit la chose suivante, elle dit aussi, c'est important, tu vois, on dit toujours aussi, c'est un autre message, oui, faisons ce qu'on veut, soyons nous-mêmes, et ça. Oui, c'est important de se retrouver, de se connecter à soi-même. Mais ce qui est aussi important, pour que ce ne soit pas une approche narcissisante, égocentrique, c'est de se dire, OK, une fois que je me suis connecté à moi-même, une fois que je suis aligné avec mes émotions, une fois que je suis aligné avec moi-même, c'est aussi de se dire, étape numéro 2, step 2, comment est-ce que je peux être bénéfique aux autres? Et là, se dire aussi, ouais, quand tu es connecté à toi-même, se dire, là aussi, il faut avoir une pleine conscience des conséquences de ces actes sur autrui et surtout en être pleinement responsable. Et tu as beaucoup de gens qui, à un moment, se pensent libérés, ils se libèrent de tout, ils se truquent, et ils disent, allez, je m'en fous en fait, je vis ma vie comme ça, etc. Et sans prendre en compte dans l'équation l'impact de ce qu'ils font vraiment, mais en termes, tu sais, d'impact. ouais, d'impact bénéfique ou néfaste sur l'autre. Ouais. À un moment, tu peux… Enfin, voilà, c'est important aussi de mettre ça dans l'équation et de se dire, attends, mais comment j'agis là? Est-ce que c'est quelque chose de purement égoïste, de purement égocentré? Non, à un moment, voilà, il faut aussi être responsable. Ça n'empêche pas vivre sa vie à soi. Voilà, tu t'exonères pas du fait d'être aussi responsable vis-à-vis des autres et pas juste de faire des choses qui peuvent blesser, etc. Voilà. Donc, prendre conscience que tu as une responsabilité de tes actes aussi vis-à-vis des autres. Et ça, c'est aussi quand même quelque chose d'important, tu vois, sans être emprisonné dans plein de choses, mais de se dire, voilà, je peux être moi-même tout en faisant du bien autour de soi. Et là, tu as réussi ton challenge. Moi, il y a une question qui me vient quand tu me dis ça, c'est que quand tu interagis avec quelqu'un, tu peux te poser la question comment ferait l'amour là-dedans, dans cette situation, pour te mettre dans la bienveillance vis-à-vis de l'autre et puis interagir de la meilleure façon possible. Tu sais, après, quand tu es… déjà, il y a le côté quand tu es authentique, etc., vis-à-vis de l'autre, ça joue beaucoup parce que l'autre, tu sais, inconsciemment, il sait quand tu vois, c'est un sourire de façade, oui. tu veux un petit peu l'amener et que c'est fait de manière grossière. Ça, directement, son cerveau le voit, ça fait naître en lui quelque chose de déplaisant et ça, déjà, ça altère la relation. Déjà. Ouais. Et toi, tu perds même un peu de légitimité vis-à-vis de l'autre, tu perds de l'attention. Il y a des phénomènes comme ça qui sont expliqués. Il y a des travaux d'études là-dessus. Ensuite, c'est de se dire, en fait, quand tu vas interagir avec quelqu'un, même en le faisant spontanément, c'est que quand tu pars du principe que cette personne-là, elle a peut-être été mise sur ta route. Pour une raison. Pour une raison. Et quand on dit mise sur ta route pour une raison, on peut le traduire par c'est une rencontre qui a forcément à un moment un bénéfice. Ouais. Donc derrière, ton attitude vis-à-vis de l'autre, elle doit déjà être dans le respect et dans l'écoute. Même si l'autre est peut-être une enflure toxique, j'en parle aussi pareil dans le bouquin de ce type de personnage et tout, même d'une enflure toxique, même de quelqu'un même d'un pervers narcissique, tu as des choses à apprendre en fait. J'en suis convaincue parce que je suis passée par là. Voilà, tu vois, tu en as écrit un bouquin, et c'est ce que j'ai un peu deviné à travers les lignes. Je ne savais pas quel était le contenu, mais je l'ai un peu deviné intuitivement. Mais te dire, mais oui, mais même de ça, voilà. Et quand tu te dis, tu as toujours un bénéfice à agir de manière vertueuse, positive avec l'autre, quelque part, oui, ton comportement, il va être bien accueilli par l'autre. Il va être mieux enfin, tu vois, il y a tout de suite quelque chose qui se crée. Il y a tout de suite un couloir qui s'ouvre et donc derrière le bénéfice, il va transiter dans ce couloir-là. Il va venir. C'est un peu comme les messages ou dans ce film Vice Versa, etc. Tu sais Oui. Ça, un moment avec les… boum, tu as des espèces de tuyaux comme ça. Tu as tout de suite dans ce tuyau, tu as le bénéfice qui vient. Donc je me dis que… Et tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est de l'amour, en fait. Tu peux le définir de mille manières. Mais moi, j'ai vraiment une théorie là-dessus, c'est-à-dire que quand tu donnes de l'amour, et c'est pour ça que tu vois des différences très fortes tu vois, dans le développement des enfants, etc., sur ceux qui en reçoivent moins, sur l'accélération de ce développement, bon bref, même qu'il soit cérébral, physique, etc.
Je te dis, quand tu es dans cette relation-là d'amour que tu donnes à l'autre sans, tu vois, mais Sans sans trop attendre. calculer, voilà, et en étant toi-même, en t'ouvrant, etc., euh, tu peux que te développer, tu peux que recevoir des choses. Il n'y a que des cadeaux en fait derrière qui te sont donnés. Donc moi, je suis intimement convaincu qu'effectivement, et moi je suis papa de 2 enfants, euh, je le vois et je fonctionne qu'à ça. C'est-à-dire que je leur donne tout ce que je peux donner en termes d'amour, en termes de… Et mon gamin ne sera… Enfin, mes enfants ne seront jamais punis ou sanctionnés ou ce que tu veux sur s'ils ont fait une bêtise par un acte d'amour, en fait. C'est-à-dire que si derrière, ils voulaient à un moment où faire plaisir au petit frère, mais bon, ils lui ont fait un truc qui n'est pas top, ou je sais pas, où il est, je sais pas, il y a un truc qui lui est tombé dessus, mais c'est parce que tu voulais construire une cabane par amour. Ben non, tu vas pas être, non, je vais jamais, ils vont jamais être, je sais pas, grondés pour ça, tu vois. Parce que à la base, toute leur action était drivée par un acte d'amour. Tu Et fais moi, attention à l'intention. à l'intention. Et pour Ouais, moi, quand l'intention est drivée par un par acte l'amour. d'amour, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Et moi, je les incite à ça. Et tout est. Je veux dire, quand tu n'as plus ça, quand tu n'es plus dans ce registre-là, ta vie, elle devient quand même un peu compliquée. Elle est moins fun, Insipide. ton rapport aux autres est un peu compliqué, mais tout est fait. Tu sais, ouais, l'amour, c'est ce qui te drive tout. Et pour moi, c'est le carburant le plus essentiel à ton moteur, quoi. Donc, quand tu le fais, que ce soit un amour enfin, d'amitié, que ce soit un amour voilà, amoureux, que ce soit un amour. Voilà, voilà quand tu es sur ce registre-là, ta relation à l'autre, elle est juste différente, elle est juste moins complexée, elle est juste voilà, plus puissante, quoi. Et donc, ouais, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et même quand tu es face à des gens qui ne sont pas prêts à le recevoir, même quand tu es face à des gens qui n'ont pas eu l'éducation pour le recevoir, quelque part, ils sont quand même touchés. Et quelque Et, part, ils te renvoient à leur manière, même si c'est une enflure toxique, ils te renvoient à leur manière un cadeau, en fait. Voilà, pour reprendre et, une expression de Lise. et pour reprendre ce que tu dis, pour moi, le sourire du cœur, c'est une vibration d'amour quelque part. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, et voilà, mais c'est une vibration qui est forte. C'est-à-dire que quand tu es là-dessus, quand tu es sur ce registre, quand tu pars, tu sais, on dit parler à cœur ouvert. Ouais. Oui, bah, tu pourrais dire sourire à cœur ouvert aussi. Bah, effectivement, là, tu ne peux pas ne pas toucher l'autre. C'est quasi impossible. Je veux dire, à moins que l'autre ait une pathologie très très lourde ou qu'il y a tu as un truc qui fait que les circuits neuronaux ne fonctionnent absolument pas et les centres émotionnels voilà, sont déconnectés d'autres sens cognitifs ou peu importe. Mais ça touche toujours en fait. Là, tu sais que tu toucheras. Après, il faut juste accepter de recevoir différemment, que le retour soit différent. Parce que tu as des personne qui n'a jamais reçu d'amour, aura plus de Du difficultés à mal. te retranscrire ou à le faire de manière plus visible ou plus audible, mais elle dégagera quand même quelque chose. Elle t'enverra quand même un signal. Bah, ce signal, voilà, il est à prendre comme les autres, quoi, pour te nourrir. J'ai découvert une expérience dans ton livre là, sur justement les sujets amoureux qui se regardent dans les yeux pendant même pas très longtemps et qui Ouais. subitement syntonisent la respiration et le rythme cardiaque. J'ai trouvé ça fascinant. Et c'est ça, et ce pouvoir. Tu sais, en ce moment, ce que tu dis là, je vais le rattacher à l'actualité. Tu sais, en ce moment, on doit porter un masque. Tu vois, les gens te disent, tiens, mais c'est triste parce qu'on ne voit pas l'expression justement du sourire par la bouche, etc. Mais le sourire, il se fait aussi avec les yeux. Et là, tu parles des yeux, de ce contact, de ce fameux eye contact, qui effectivement fait que quand tu as deux personnes qui sont fondamentalement amoureuses, il y a une synchronisation de la respiration, du rythme cardiaque, enfin, qui est observé direct. Alors que tu mets deux personnes qui ne s'aiment pas, enfin d'un amour, là on parle eh ben, c'est pas la même chanson, tu vois. Enfin, il n'y a pas cette synchronisation qui s'opère. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que à travers les yeux, on peut faire passer plein de messages. Et moi, je trouve quelque part, aujourd'hui,
quelque part, je considère que Covid, c'est une espèce de séance de rattrapage. On parle beaucoup, on est dans une société très dans le verbe, on verbalise beaucoup, mais on a oublié un peu le langage des yeux dans notre dictionnaire, notre grand dictionnaire affectif. Et pour moi, c'est le langage le plus sincère. Quand tu es triste, quand tu es joyeux, quand tu es… Bah oui, bah tu as, des activations, je sais pas, du muscle orbiculaire, des choses. Il y a des choses qui passent par les yeux, tu as une dilatation des pupilles, tu as des choses qui s'opèrent. Et je trouve que c'est bien d'avoir cette séance de rattrapage parce que j'ai l'impression que là, on se connecte de manière beaucoup plus authentique et sincère à l'autre. Il n'y a plus tous les autres expressions plus facilement contrôlables, plus facilement feignables. Non, le langage des yeux, waouh, c'est compliqué de tricher avec les yeux. Hein. Oui, c'est ça. Ça peut éveiller l'intelligence émotionnelle collective. Exactement. Et du coup, je pense que tu vas, à travers cette connexion par les yeux, tu vas peut-être redécouvrir des gens de ton entourage. Tu vas découvrir de nouvelles personnes où tu disais tiens, ou je sais pas quoi. Et là, je pense qu'il va y avoir des tilts et des révélations sur certaines personnes via ces canaux qui sont aujourd'hui priorisés parce que ouais, tu vois plus l'expression du nez, de la bouche, le grand zygomatique, le machin. Là, tu le vois plus avec un gros masque, tu vois les yeux. Ben, voilà. Et moi, je trouve que c'est tellement poétique. Je veux dire, Edgar Poe le décrivait de manière sublime. Tu avais… Enfin, tu vois, tu parles de la Joconde, tu parles de Méduse, etc. Enfin, voilà la puissance du regard. Renaud Séchant, qui était barge des yeux de sa fille. Michel Berger, qui lui qui parlait des yeux de France Gall dans ses chansons. Enfin, je veux dire, je sais pas, c'est des trucs comme ça qui viennent. Mais tu as un langage qui est le vrai langage aussi de l'amour. C'est-à-dire, pour moi, c'est vraiment un des checks. Une des manières de mesurer en fait le niveau d'amour que te porte l'autre. Et donc rien que pour ça, bah ouais, ce qu'on vit là, ce qu'on traverse tous, et que certains peuvent traverser péniblement avec souffrance, etc. Bah derrière, tu as ça. On va apprendre de nouveaux trucs et on va redécouvrir par ce langage-là, si on le veut bien, si on accepte ce langage-là, si on accepte de jouer le jeu, parce que tu sais, les yeux, c'est très intime. Hein. Ah oui. Regarde quelqu'un dans les yeux et tout. Mais acceptons d'aller vers cette intimité-là. Acceptons de regarder l'autre dans le blanc des yeux. Et là, je peux t'assurer qu'émotionnellement, il va se passer des trucs géniaux. Mais à nouveau, tu vois, la nature, quelque part, tu as un peu oublié dans cette société très du pareil, du factice, de on joue des rôles, des machins. Moi, je vais te ramener maintenant aussi, moi, la nature, via tout ce qui se passe là. À te reconnecter de manière authentique aux gens. Et pour moi, ça, c'est un des trucs, en fait, qui nous permet ça. Puis c'est dans la nature humaine, finalement, d'être connecté à l'autre. Donc, c'est ça, mais tu vois, on est dans une société, on regarde plutôt ses chaussures, on est, tu vois, regarde combien de gens te regardent vraiment dans les yeux quand tu discutes avec eux. Et que ce soit par honte, que ce soit par gêne, que ce soit parce qu'elle te raconte un truc qui est peut-être un peu… on te raconte un peu des salades. Donc, tu as des mécanismes qui font que d'un coup, les yeux, tu vas regarder ici ou là. Enfin, ça va. Machin, il y a plein d'études là-dessus. Mais tu vois, combien te regardent… moi, je pense que là, il faut se réapproprier ce langage. Et derrière, il y a tout un tas d'émotions assez sympathiques qui vont nous regagner à nouveau. Et ça va nous permettre, d'une certaine manière, de renverser ce que moi j'appelle le émotionnel négatif. Tu vois, malheureusement, dans ce bouquin, alors tu vois, ce bouquin, le dernier bouquin, donc il est de l'année dernière, mais si tu veux, je ne vais pas dire qu'il prédisait, etc., parce que j'en tire aucune gloriole ou quoi, et j'aurais préféré que ça ne se produise pas, mais il annonçait en fait cette surémotionnalité négative quand même, globalement à l'échelle planétaire. Ouais. Et là, comment est-ce qu'on peut renverser ce truc-là? Comment est-ce qu'on peut renverser ce émotionnel négatif? Tu sais, le meilleur remède à une émotion toxique, c'est une émotion bénéfique. Ben oui. Et donc, nous, et donc que ce soit par le sourire des yeux, par le langage, essayons de se réapproprier ça. Et le simple fait de sourire par les yeux, etc., tu auras déjà un impact. Et le simple fait d'être dans un registre d'amour, d'être dans un registre de partage, ça veut me dire que c'est des poncifs ce que je te raconte, mais les gens, ils oublient tout ça en fait.
Il y a des discours et derrière, on ne pratique pas en fait. Et l'émotion, c'est comme le sport. Ce n'est pas un truc que tu conceptualises, tu le fais. Tu le vis, si tu veux, tu le pratiques. Si tu veux avoir un vrai effet, le sport, tu as beau te dire ouais, c'est cool, hein, là, je vais m'y remettre. Ouais, j'ai tout compris hein, de comment. Ben ouais, mais si tu ne pratiques pas, si tu ne plonges pas ton corps réellement, ben, il n'y aura aucun effet sur toi. Voilà, c'est penser le sport, ouais, c'est sympa. Faire du sport, c'est mieux. C'est la même chose pour l'émotion. Mais oui. Et il y a un sujet sur lequel j'aimerais bien t'écouter, c'est quand on réussit justement à transformer une émotion hyper négative, puis à réagir de manière opportune et puis à transformer ça, est-ce qu'on n'a pas à ce moment-là beaucoup plus accès aussi à son intuition et à recevoir des choses qui nous guident plus? Et si on reste dans le négatif, on est complètement coupé de cette intuition-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, je te parlais avant d'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est une forme d'intuition. Mm-hmm. Et l'intelligence émotionnelle, elle processe la mécanique là, qui se produit dans ton cerveau. Et d'ailleurs, pas que dans ton cerveau. Parce que, bon, bref, après, on pourrait encore étayer. Mais ça, on sait maintenant qu'il y a une connexion très forte entre le cerveau du bas, tes intestins, et voilà, tu as des centaines de millions de neurones qui tapissent tes parois intestinales et qui, d'une manière indirecte, communiquent soit par voie électrique, soit par le flux sanguin avec les cerveaux du haut, avec les neurones du haut, pardon. Et donc, voilà, l'intelligence émotionnelle, elle n'est pas que là-haut, elle est aussi. Mais en fait, quand tu analyses très rapidement via l'intelligence émotionnelle une information émotionnelle, c'est en quelques centaines de millièmes de secondes. C'est-à-dire que ça processe super rapidement, quoi. Enfin, c'est hyper rapide. Ben, c'est ça en fait. C'est-à-dire que des fois, tu sais sans savoir. C'est-à-dire que tu n'as pas conscientisé le truc. Mais ton intelligence, elle sait déjà pour toi. Ben, c'est ça l'intuition en fait. L'intuition, c'est qu'à un moment, tu as une information plaisante, déplaisante par rapport à ce que tu es en train de vivre. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est bon ou pas pour moi et peut-être pour mon entourage? Donc là, naît une sensation plaisante ou déplaisante. Donc c'est une information émotionnelle qui s'invite en toi. Et derrière, c'est de dire, l'intuition, c'est quoi? C'est de dire, est-ce que je suis ou pas cette information-là? Et si je la suis, derrière, il y a un choix qui s'opère. Et quand on parle d'intuition, il y a forcément l'idée de prise de décision intuitive. C'est-à-dire qu'il y a un choix à la fin au terminus de ce process-là. L'intuition, tu rajoutes juste ça, c'est l'intuition, c'est un moment, c'est juste écouter un moment quelque chose de waouh, plaisant, déplaisant par rapport à un truc que tu vis là dans l'instant et qui t'invite à faire un choix. Et l'intuition, à un moment, tu pourras dire j'ai été intuitif si tu as pris un choix en fonction de cette sensation que tu as ressentie et qui est une émotion en fait. Et c'est binaire, hein, c'est plaisant, c'est déplaisant. Est-ce que tu es sur la bonne route, tu n'es pas sur la bonne route? Tu dois sortir de cette route ou pas, ou tu dois encore faire quelques kilomètres et après tu sortiras. L'intuition, c'est ça en fait. Donc effectivement, et nous on a fait pas mal de travaux, on a publié d'ailleurs des travaux où on tentait de comprendre l'intuition en allant voir des réalisateurs de cinéma à Hollywood. On dit à un moment, quand tu as une actrice qui veut se barrer à mi-tournage, là, faut que tu suives ton intuition si tu veux essayer de la retenir, de la convaincre de rester, parce que sinon, tout ton film, il tombe à l'eau, en fait. Et là, tu n'as pas le temps de céder à de la réunionnite, à maturer le truc, à machin. Non, tu peux pas. Non, c'est dans l'instant. C'est-à-dire que là, elle est en train de se barrer, ton actrice principale, tu fais quoi? Et là, tu ressens des choses. Et en fonction de ces choses-là, tu vas adopter, si tu suis ces intuitions, si tu suis ces impulsions, tu vas adopter après des comportements intuitifs. Tel ou tel comportement qui va te permettre de résoudre en fait le problème, de t'adapter à la situation et de faire qu'il y ait une issue plutôt favorable. Donc, l'intuition, l'intuition n'est que si tu veux, l'intuition, c'est une forme d'intelligence qui t'amène derrière à choisir alpha, bêta ou gamma, sans forcément savoir dans l'instant où tu le fais pourquoi tu fais ce choix-là. Et ça, effectivement, quand tu es à l'aise avec tes émotions, que tu les laisses entrer, que tu les laisses te gagner, que tu arrives parce que avec l'expérience, avec tes expériences de vie, etc., tu dis, OK, là, il y a des émotions plus utiles que d'autres dans cette situation-là, qu'il faut mettre tout en haut de la pile des dossiers à traiter,
parce que les autres, c'est moins prioritaire ou c'est peut-être moins utile à cet instant précis. Et que derrière, tu dis, OK, bah, sur la base de cette émotion-là, je décide. Voilà, là, tu es dans le registre de l'intuition. Donc, si tu veux accepter ces émotions, essayer de sortir de sa zone de confort pour vivre de nouvelles émotions que tu n'as peut-être pas l'habitude d'expérimenter dans ton quotidien, te forger en fait un dictionnaire affectif de plein d'expériences comme ça émotionnantes, bah, tout ça va servir ton intuition. Et au final, alors ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de nombre d'expériences émotionnelles vécues, et bah, tu vas augmenter ton potentiel intuitif. Et tu décideras plus facilement. Tu sais, il y a quelqu'un moi que j'aime beaucoup, qui est un ami qui s'appelle Thierry Boiron, qui est, voilà, c'est la famille Boiron, c'est l'homéopathie, voilà, dans le monde, le leader mondial de l'homéopathie. Bref, mais donc un chef d'entreprise. Et Thierry Boiron me disait toujours la chose suivante, il me disait toujours, tu sais, en fait, dans nos vies, on ne prend pas assez de décisions sur la base d'intuition. Et il dit parce qu'on n'a pas tout le temps de, voilà, tu ne te réunis pas avec toi-même ou avec des gens pendant plusieurs jours, plusieurs semaines par rapport à certains problèmes qui demandent à être réglés là très rapidement ou à être solutionnés assez rapidement. Donc là, il me dit, bah voilà, on ne prend pas de décision avec nos vies, ce qui fait que globalement, on est quelque part malheureux parce qu'on est, tu sais, ne pas prendre une décision à enjeu émotionnel pour toi, c'est quelque part te nier en fait. C'est accepter d'être incompétent émotionnellement, finalement. Oui, et puis tu te nies. Je reviens à ce que je disais, je le dis avec d'autres mots, mais c'est à nouveau nier quels sont tes besoins, quelles sont tes envies premières, en fait. Et voilà, et donc tu ne peux que être après, tu peux que atterrir, en fait, dans le grand champ de choses désagréables et de choses un peu malheureuses pour toi, etc. Donc lui, il dit, et chaque décision intuitive demande aussi à abandonner quelque chose. Et il dit, bah, on ne fait pas assez aussi de micro-deuil. Renoncer. Ouais. Renoncer, des fois, c'est une renonciation minime, hein, mais elle est tellement ancrée en nous, et comme tu disais, peut-être par un background de ton éducation, par je ne sais pas quoi, mais elle est tellement ancrée que bah ouais, tu ne t'autorises pas à faire ce micro-deuil-là. Et lui, il te dit, bah ouais, quand tu as une information comme ça émotionnelle qui vient te percuter, qui vient percuter la peau de tambour, en fait, qui est ta caisse de résonance à toi, qui est peut-être au fil du temps ou au fil des expériences bien tannées, etc., parce que tu as eu plein d'expériences. Ouais, mais il faut écouter ce son-là. Et si ce son-là, tu ne t'autorises pas à l'écouter, et ben derrière, tu n'intuiteras pas, en fait. Tu passes à côté. Tu passes à côté. Et ça, c'est, voilà, je le redis avec d'autres mots, mais on est toujours dans ce registre de, ouais, c'est basique, c'est écouter un moment, accepter des choses, laisse les choses venir. Et après avec tes expériences de vie, tu arriveras à faire plus facilement le tri entre ce qui est utile, pas utile, ce qui vient, ce qui remonte à la surface. Et derrière, tu accepteras, te dire, voilà, ce qui est utile, là, j'en fais quelque chose. Et donc, il y a un choix qui vient, il y a une décision qui vient. Et je l'assume. Et je fais des micro-deuils. Mais c'est comme ça que j'avance dans la vie. Et ça, voilà, on a toute une vie pour bosser sur ça. Ah oui. Je ne dis pas que c'est facile. Mais c'est vrai que suivant l'éducation que tu as eue, suivant plein de choses, pour certains, c'est plus facile que pour d'autres. Pour certains, c'est un peu plus fluide que pour d'autres. Mais à la base, on vit tous des choses compliquées. Mais en réalité, la vie, elle peut être très, très simple. Elle peut être très, très simple. Même s'il y a des choses très compliquées, très, très dures. Et on est tous. Il n'y a personne qui ne traverse qui est épargné. Qui est épargné. Mais quand tu pars du principe qu'en fait, à la base, en fait, c'est simple. Si tu es sur le registre émotionnel, tout peut être simple. Parce que l'émotion, en fait, c'est un guide tellement puissant qu'elle rend les choses simples. L'idée de l'émotion, l'essence même de l'émotion, c'est de simplifier la complexité. Moi, j'ai envie de vous dire, plus c'est compliqué, moins il faut réfléchir. J'adore. Moi, je vais le redire, plus c'est compliqué, moins il faut réfléchir. Et ce que je dis, il y a plein de travaux en neurosciences qui te le montrent.
que ce soit pour le choix d'une bagnole, d'un appartement, d'un choix de carrière, le choix d'un ou d'une partenaire sexuelle, que ce soit pour même un choix de ce que tu as envie de commander au resto et tout. Et que des fois, tu sais, les gens ils se compliquent. En fait, plus c'est compliqué pour toi, à ton échelle, moins il faut réfléchir. C'est ce que te disent les neurosciences. Donc voilà, je vais mettre un point à cette phrase, mais voilà, donc on peut rendre les choses très simples. Et plus tu les rends simples, plus tu es connecté à toi-même. Et plus tu vis ta vie bien. Et quand tu pars du principe qu'en fait, notre vie, c'est quoi? C'est quelque chose de très court, en fait. On a un CDD, un contrat à durée déterminée de vie sur cette petite boule bleue. Bleu. Encore bleu, encore bleu. Mais qu'est-ce que tu en fais? Et à nouveau, c'est pas t'en fais que des trucs extraordinaires tous les jours et tout. Mais qu'est-ce que tu en fais pour toi être en résonance avec toi-même? Faire du bien autour de toi. Là, je reviens sur l'empreinte émotionnelle qui te revient après ce bien par effet boomerang. Mais comment tu fais pour faire tout ça et que ce CDD de vie, tu en fasses quelque chose et à la fin, quand tu seras dans la dernière ligne droite, tu pourras te dire waouh, mon empreinte émotionnelle, franchement, ouais, j'en suis fier. Ouais. Et les gens te le diront, et les gens te rappellent en fait à cette empreinte émotionnelle. Et tu le vois, tu le vois dans les discours que tu as, les messages que les gens peuvent te donner, vraiment dans la dernière ligne droite. C'est ce que tu laisses en fait. C'est ce que tu laisses. Et tu laisses tout le temps, même si on te dit voilà, ce qu'on laisse, tout est vite oublié, tout est balayé par la mer, l'océan. Ouais, oui et non en fait, non. Parce que tu auras contribué après à une dynamique même transgénérationnelle ou à un moment tu te dis voilà, mais si tu as impacté tes gamins, eux-mêmes vont peut-être impacter de la même manière. Donc tu viens alimenter un espèce de cercle vertueux qui va de génération en génération. Donc en fait, tu ne t'éteins pas réellement là-dessus. C'est-à-dire que la dynamique que tu as enclenchée, elle peut après, waouh, elle peut être à l'infini en fait, échelle temporelle. Donc je me dis ça c'est ouais, on a cette responsabilité-là, ne serait-ce que pour le bien de l'humanité, que pour que ça tourne pas mal. Et c'est vrai que moi, depuis plusieurs années, alors que je suis un optimiste de base, tu vois que ça tourne pas bien. Tu vois que ça tourne pas bien. Bah, comment tu peux mettre un peu d'huile dans ces rouages? Comment est-ce que tu peux à un moment… Et là, on a tous à notre échelle, je reviens sur ce que je disais, effet papillon ou théorie du chaos, peu importe comment tu l'appelles, à une échelle infinitésimale qui est celle de nous, on peut changer des choses. Donc voilà. On a tous la switch individuellement. Ouais. Puis si on prend la responsabilité de l'actionner, cette switch-là, eh bien, collectivement, on va créer quelque chose d'exceptionnel. Et si tu l'actionnes pas, tu seras malheureux dans ta vie. Je le crois sincèrement. Ben, je suis persuadée, je suis comme toi. Voilà. Donc voilà, et le sourire. Il y avait un livre comme ça aussi, je crois que c'était Mathieu Ricard, tu sais, moine bouddhiste, etc., Oui, qui avait écrit un livre, je ne sais plus comment c'était 100 ou 1000 sourires, et c'est un livre de photographie. Tu lis ce livre, tu dis, tiens, il devrait être remboursé par la sécurité sociale, c'est une ordonnance. Ah bon, bref, voilà, mais c'est vrai, et c'est pour ça que ce que tu fais, ce que lui fait là-dessus, c'est chacun à son échelle. Voilà, il y a un truc, on peut amener une pierre à l'édifice, et ça, faut qu'on le fasse, quoi. Tu sais, vivre sur son petit périmètre, etc. Mais quelle tristesse. Moi, je vois plein de bouquins aujourd'hui, même des best-sellers, des livres à succès, qui sont vraiment sur, voilà, soit juste auto-centré sur toi-même, oui, mais ils ont juste oublié qu'il y a voilà, il y a une autre étape qui est aussi, une fois que tu es bien, une fois que tu es restructuré, réaligné, fais-en profiter aussi les autres. Et tu en profiteras en plus toi-même. Ça alimentera ta propre machinerie, tu vois, psychique. Mais voilà, je trouve qu'il y a voilà, l'équation aujourd'hui, je la trouve très incomplète chez beaucoup d'individus. Et c'est bien de s'occuper de soi, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une suite à l'histoire aussi. Et qu'il y a l'autre. Et sans l'autre, t'es qui en fait aussi sans… Je veux pas dire que c'est pas une… Mais sans l'autre, tout a tellement moins de saveur pour tout, à tous les niveaux en fait. Ben oui. Qu'à un moment, quand tu as compris ça, tu dis voilà, je vais peut-être soigner l'autre en fait. Tu sais, c'est ce que je dis quand je fais des fois je fais des interventions en entreprise et tout, quand je parle à des managers, je leur dis mais vous savez l'étymologie du mot manager, d'où ça vient? Ça vient de ménager.
prendre soin de l'autre. Bah, voilà, quand tu as dit ça, T'as tout dit. tu as compris un peu quel est l'objectif de ton job, quoi. Aussi. Ouais, ouais. C'est un des paramètres de l'ADN de ce type de métier, qui est un métier émotionnel par essence, d'interaction, etc. Mhm. Donc bon, bref, voilà, On ménageons-nous est, un peu plus. on est tous des contributeurs de l'unité finalement. Puis C'est ça, c'est exactement. notre rôle premier, diffuser l'amour et créer l'unité. C'est ça. Et puis être au contact, tu vois, moi je parle beaucoup de la nature, etc. Ah Quand oui, tu reviens à ce contact-là, en fait, tu fais baisser ta pression artérielle. Tu t'es fais. à la maison. T'es à la maison. Non, mais ouais, mais c'est ça. Et en fait, mais tu vois, c'est ça. Je veux dire, en fait, on est tous des colocs, en fait. Mm. Et donc, tu vois, on est tous colocs, on est tous sur. Tu vois, si tu prends à l'échelle de l'univers, ok, bah, on est tous au même endroit. Je reviens sur cette petite boule bleue. On voit bien que, bah ouais, on s'en occupe pas de manière top, donc elle se rebiffe aussi un peu, hein, là-dessus, mais on est tous colocataires. Et quand tu es colocataire, tu as une forme de responsabilité aussi vis-à-vis des autres. Parfait, ça. Ben, Voilà. écoute, je pense qu'on va inviter nos colocataires à mettre plein de sourires dans leur vie et puis à justement jeter un coup d'œil sur leurs émotions et les enseignements qu'elles leur apportent. Et puis, on va offrir notre plus beau sourire à la belle communauté du sourire en partage. Je te remercie infiniment, Christophe, Merci à toi. pour ce partage. C'était très riche, très intéressant et vraiment, je te remercie beaucoup pour tout ça. Merci. À une prochaine. Ciao. À bientôt pour un autre partage. Bye bye.